Bienvenue dans la saison 2 de CamConf, le podcast. Enchantée, moi c'est Camille et je suis psychologue. La psychologie, c'est ma passion. Et aujourd'hui, j'ai envie de la partager avec vous. Si ça vous tente, je vous propose une thématique, des questions associées et on en discute. Réglez le volume de vos écouteurs car vous et moi, nous allons plonger dans les profondeurs du cerveau et explorer l'esprit humain dans toute sa complexité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de CamConf, le podcast. La thématique de l'épisode du jour, c'est les styles d'attachement. Lorsqu'il s'agit de relations amicales ou amoureuses, nous avons tous une manière différente de nous attacher aux personnes qui comptent pour nous. Vous avez sûrement déjà remarqué, mais on n'a pas tous la même façon d'être en relation amoureuse ou d'être en relation amicale. Certains ont besoin d'être extrêmement rassurés, d'autres ont confiance tout de suite en la personne avec laquelle ils sont, d'autres sont jaloux, d'autres sont plutôt évitants, absents. Et bien aujourd'hui c'est de ça dont on va parler. La théorie de l'attachement, c'est une théorie qui a été mise en avant par John Bowlby en 1958, après plein de travaux qui ont porté notamment sur des animaux mais aussi sur des bébés humains. En fait, la théorie de l'attachement s'intéresse aux séparations précoces entre un bébé et sa figure d'attachement, en général ses parents. Donc je vous l'ai dit, John Bowlby, tout d'abord, il travaille sur les animaux. Et il étudie ce qu'on appelle le concept d'empreinte. En fait, lorsqu'un animal naît, la première personne, le premier être qu'il voit est d'office sa figure d'attachement. Et c'est de cet être qu'il va attendre d'être soigné. Donc qu'on lui donne à manger, qu'on lui donne de la sécurité, qu'on le protège et qu'on lui donne tous les soins nécessaires pour bien se développer. Cet individu-là est ensuite considéré comme un refuge et comme la source de sécurité. On appelle ça le caregiver, donc le donneur de soins. Chez l'humain, c'est pas exactement pareil, mais le principe est quand même plutôt similaire. En fait, pour les animaux, on parle d'empreinte, mais qui est une empreinte qui est dans une durée moindre, puisque beaucoup des animaux quand même ont des vies qui sont moins longues que les humains, et aussi parce que les animaux, lorsqu'ils naissent, ils sont beaucoup plus viables, au sens de, si un animal naît, il est dans sa forme, on va dire, plus avancée par rapport à un humain qui naît. Je vous explique, vous avez déjà tous vu, je pense, des vidéos de poulains qui naissent. Les poulains, lorsqu'ils naissent, ils ont absolument tous leurs poils, ils sont d'une taille où les jambes sont déjà très très grandes, et en fait, dès le premier jour, dès la première semaine, le poulain va se mettre debout et va marcher. Les humains, c'est plus compliqué que ça, puisque lorsqu'on sort du ventre de notre mère, nous ne sommes pas du tout viables. Si on abandonne un bébé animal ou un bébé humain juste après la naissance, le bébé animal a beaucoup plus de chances de s'en sortir, puisqu'il est beaucoup plus viable. Un humain, lorsqu'il naît, si on l'abandonne, si on lui donne pas des soins, on est sûr qu'il ne survivra pas. L'humain marche à peu près à 1 an, et donc, dans l'année précédente, est complètement dépendant de sa figure d'attachement. D'ailleurs, Bowlby ajoute dans sa théorie que l'attachement, c'est vraiment une histoire à la base de survie. Et vous le savez, la première façon de communiquer d'un bébé avec le monde extérieur et avec sa figure d'attachement, ce sont les pleurs. Les pleurs chez un bébé, ça veut tout dire, puisqu'il ne sait pas encore parler. Et lorsqu'un bébé va pleurer, va manifester du mécontentement, soit parce qu'il a faim, parce qu'il est fatigué ou parce qu'il a mal quelque part, va en fait émettre un stimulus vers sa figure d'attachement et va jauger, va voir si la figure d'attachement lui répond et comment elle lui répond. Et c'est de cette relation entre un bébé dans la toute petite enfance et sa figure d'attachement qui va déterminer ce qu'on appelle le style d'attachement. Et pour un bébé, comme je vous le dis, c'est une durée qui est beaucoup plus longue puisque les soins nécessaires à la survie durent beaucoup plus longtemps que pour les animaux. C'est-à-dire que ce style d'attachement va se créer, va se perfectionner dans la durée. Et donc la manière de la figure d'attachement de répondre aux besoins du bébé, est-ce que c'est toujours très rapidement et toujours correct avec ce que voulait exprimer le bébé? Est-ce que c'est parfois oui, parfois non? Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a une distance émotionnelle? C'est toutes ces choses-là qui vont créer ce qu'on appelle le style d'attachement. Il y a 4 styles d'attachement, dont un qu'on appelle l'attachement sécure. Le deuxième, on l'appelle le style d'attachement insécure, anxieux. Le troisième, on l'appelle le style d'attachement insécure, évitant. Et le dernier, on l'appelle le style d'attachement insécure, désorganisé. C'est Mary Ainsworth, dans les années 60-70, qui va compléter la théorie de Bowlby, cette fameuse théorie de l'attachement. Pour chaque type d'attachement, je vais vous expliquer comment cela peut se créer au niveau de l'enfance, mais aussi comment cela s'exprime dans des relations adultes, que ce soit des relations amoureuses ou amicales. En premier, l'attachement sécure est l'attachement qui concerne une majorité
des adultes, entre 50 et 60%. Vous l'avez entendu, l'attachement sécure veut littéralement dire l'attachement en sécurité, l'attachement sécuritaire. Dans l'enfance, cela se traduit par lorsqu'un enfant, lorsqu'un bébé exprime une émotion, son émotion va être reçue, va être comprise et il va recevoir une réponse qui est cohérente avec ce qu'il a exprimé. Il va donc comprendre que ses émotions sont prises en compte, qu'elles valent quelque chose, qu'il existe et qu'il est important. Les mots-clés un petit peu de l'attachement sécure, c'est l'écoute, l'amour, le soutien et la confiance. D'ailleurs, dans ce style d'attachement, lorsqu'on parle de confiance, on parle de confiance en soi, mais également de confiance en les autres. Lorsque la personne est devenue adulte, c'est une personne qui arrive à exprimer ses émotions, qui arrive à communiquer lorsqu'il y a une petite chose qui la dérange et qui ne va pas remettre en cause toute une relation, que ce soit amicale ou amoureuse, uniquement à cause d'un petit désaccord ou d'une petite dispute. Ça peut être une personne qui se dispute avec son partenaire et qui va lui dire « Écoute, je trouve que ce que tu as dit là, ce que tu as fait là, ça m'a vraiment déplu, j'étais vraiment pas à l'aise avec ça », et qui ne va pas avoir peur, en exprimant cette chose-là, de recevoir soit peut-être des insultes, soit de recevoir un non catégorique, ou d'avoir quelqu'un qui ne l'écoute pas en face. C'est une personne qui a confiance dans le fait qu'elle peut exprimer ses émotions librement. Et ça donne aussi des adultes qui sont fiables et sur qui on peut compter. Ces personnes-là peuvent compter sur elles-mêmes, mais peuvent aussi compter sur les autres. Dans l'attachement sécure, les personnes ont confiance en leur partenaire, même s'il part loin, même s'il ne répond pas aux appels et aux messages. Ils partent du principe que la base est sécuritaire et qu'ils sont dans une relation qui est du coup sécure. Il y a certaines choses qui caractérisent une figure d'attachement qui provoque un style d'attachement sécure pour l'enfant. On parle de force, de sagesse, de sécurité affective, mais aussi de soutien au développement. Ce sont des personnes qui, lorsqu'ils ont été en situation de stress, ont compris qu'ils pouvaient compter sur leur figure d'attachement. Le deuxième style d'attachement, c'est l'attachement insécure, anxieux. C'est un enfant qui, lorsqu'il a exprimé un besoin, a eu deux types de réponses, soit une réponse cohérente avec le besoin qu'il a exprimé, soit une réponse incohérente, c'est-à-dire par exemple une distance physique, une distance émotionnelle. Et donc c'est une personne qui est un petit peu ambivalente, qui jongle avec parfois une réponse cohérente et parfois une réponse incohérente, d'où le phénomène d'anxiété. D'ailleurs on dit aussi que ce style d'attachement est un attachement ambivalent, mais il peut aussi se passer quelque chose de bien, mais ça on peut pas l'anticiper, ou en tout cas on n'arrive pas à l'anticiper dans les phénomènes d'anxiété. Dans ce cas-là, l'enfant, il voit sa figure d'attachement comme une base qui est pas très sécuritaire, d'où le fait que ce type d'attachement s'appelle insécure. C'est un enfant qui manifeste alors du stress lorsqu'il est séparé de sa figure d'attachement et qui va toujours vouloir être en contact avec elle, pour être persuadé soit qu'elle est toujours là, soit qu'elle va toujours revenir. Et à l'âge adulte, ça fait des personnes qui sont toujours un petit peu dans la crainte d'être abandonnées, qui vont avoir peur d'être abandonnées par la personne qui leur est chère, puisqu'ils ne savent en quelque sorte pas trop sur quel pied danser. Ça peut donner une personne qui, lorsqu'elle est séparée de la personne qu'elle aime, va avoir besoin de lui envoyer tout le temps des messages, qu'elle réponde aussi rapidement à ces messages, pour s'assurer que la personne est toujours là, mais est toujours aussi disponible et toujours engagée dans la relation. Et dans des cas extrêmes, ça peut aussi donner des personnes qui sont complètement jalouses et possessives, puisque dès que la personne n'est plus là, elles ont peur qu'elle s'en aille. Ça donne des personnes qui sont assez dépendantes de l'affection qu'on leur montre et qui cherchent les signes de désintérêt. C'est-à-dire que si tout est parfait, mais qu'il y a un moment la personne leur répond d'une manière différente, peut-être de manière un petit peu plus sèche, elles vont tout de suite prendre peur et se dire que la relation est terminée uniquement parce qu'il y a ce petit désagrément, mais parce qu'en fait ils savent juste pas sur quel pied danser. Ils se disent que s'ils ont eu des signaux positifs et des signaux négatifs, ils se retrouvent dans cet état d'ambivalence et d'anxiété. Le troisième type d'attachement, c'est l'attachement insécure évitant. Cela peut s'expliquer par une relation avec les parents où ceux-ci n'ont pas été très présents, ou alors ils ont été présents physiquement mais ils n'ont pas été présents émotionnellement. Ça peut se traduire par des enfants qui se voient dire qu'ils sont trop émotifs, trop sensibles, et qui ont l'impression que l'on nie en quelque sorte leur façon d'exprimer leurs émotions, et leurs émotions elles-mêmes d'ailleurs. Ce sont des enfants qui, lorsqu'ils expriment leurs émotions, on leur demande un petit peu de se débrouiller tout seul. Et ça donne par la suite des adultes qui sont indépendants et même surindépendants, à qui on demande d'être fort, de ne rien ressentir, en tout cas à qui on pense qu'on a demandé ça. Et ces personnes-là pensent que si elles se coupent de leurs émotions, si elles ne les expriment pas, en fait c'est ça être fort. Et dans les relations, cela peut se traduire par des personnes qui ont un mental très fort, très stable, et qui vont avoir des idées préconçues sur leurs relations. Dans les relations, ce sont aussi des personnes qui ont du mal à communiquer ce qu'elles ressentent, qui ont du mal à identifier le fait qu'elles ressentent des émotions, à les accepter et à en parler. Et comme on a appris à cette personne qu'être indépendant, c'est mieux,
eh bien lorsqu'elle sent qu'elle va un petit peu trop dépendre de quelqu'un, va avoir tendance à se retirer de la relation pour ne pas subir cette dépendance, ce qui pourrait être qualifié pour ces personnes de dépendance affective. Dépendance affective d'ailleurs que l'on pourrait plutôt attribuer au style d'attachement insécure, anxieux, puisque eux dépendent de la quantité d'affection qu'on va leur montrer. Le quatrième style d'attachement, c'est le style d'attachement insécure désorganisé, qui est beaucoup plus rare, heureusement, puisque ça se traduit par des enfances pas très heureuses, généralement où il y a eu des abus, des violences ou de la colère très forte. En fait, dans l'enfance, cela se traduit par des parents qui ont parfois des comportements très aimants, mais qui parfois prennent totalement le contre-pied et sont limite violents, que ce soit physiquement ou émotionnellement. Dans les relations amoureuses, dans les relations adultes, cela peut donner lieu à des personnes qui, par moments, sont extrêmement attachées à la personne, montrent beaucoup de signes d'amour, beaucoup de signes d'affection, et qui d'un coup se retirent et ne sont complètement plus là. On dit qu'ils sont désorganisés parce qu'en fait, ils ont une espèce de confusion qui les amène à avoir besoin et envie d'être avec la personne, mais cette personne est aussi en quelque sorte toxique pour elle, puisqu'elle montre des comportements ambivalents, des comportements parfois très aimants, parfois très violents. Et ça peut aussi donner des personnes qui sont assez imprévisibles, puisqu'elles ne savent pas du tout, lorsqu'elles sont en relation avec quelqu'un, comment la personne va réagir. Ça peut être des personnes qui se mettent en colère lorsqu'on essaye de leur exprimer quelque chose qui nous a pas plu, et qui peuvent parfois devenir violents. Alors ces styles d'attachement, ils sont pas répartis de la même façon dans la population, on n'est pas sur un quart pour chaque. Je vous l'ai dit, l'attachement sécure est le plus majoritaire, il représente environ 50 à 60% des personnes. Le style d'attachement évitant représente entre 20 et 25%. Le style d'attachement anxieux est plutôt sur les 20% de représentation. Et l'attachement désorganisé représente environ 5% des personnes. Ces chiffres, ils viennent d'une étude qui a été publiée en 1987, donc peut-être que les choses ont un petit peu changé aujourd'hui, mais en tout cas, vous avez une idée de comment sont répartis les styles d'attachement dans la société. Et d'ailleurs, à propos du style d'attachement insécure désorganisé, cela peut expliquer certains comportements, notamment lorsqu'une personne a vécu dans son enfance des abus ou des violences. En fait, elle peut prendre soit la direction de complètement s'en détacher, par exemple via des thérapies, mais peut aussi prendre le même chemin que la personne qui lui a fait subir les violences. Une personne qui a vécu des violences dans son enfance va avoir tendance quand même à les répéter s'il n'y a pas une tierce personne qui intervient, que ce soit un professionnel de santé. Et d'ailleurs, ça peut même expliquer un petit peu aussi pourquoi il y a des psychopathes dans notre société, puisque les psychopathes sont des personnes qui en général ont vécu des abus dans leur enfance et qui se retrouvent en fait à complètement reproduire ça dans leur vie d'adulte. Mais c'est complètement un autre sujet et je pense que je ferai un épisode à propos de ça, de la sociopathie et de la psychopathie. Alors vous êtes peut-être retrouvés dans ces styles d'attachement. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas quelque chose qui est ancré dans le marbre. On peut très bien avoir un attachement anxieux lorsqu'on est enfant, adolescent, et grâce, comme je l'ai dit tout à l'heure, à une thérapie ou à une rencontre, changer de style d'attachement et se tourner plutôt vers un attachement sécure, qui est, vous l'aurez compris, ce qui est le plus sain et le plus pérenne pour une relation agréable et qui rend heureux, puisque c'est quand même le but d'avoir des relations amoureuses ou amicales. J'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que le format vidéo vous plaît, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!